Donc Matteo Cicotti, mon collègue ici présent, qui est le grand chef des conférences expérimentales, et moi-même, on est ravis d'accueillir ce soir Marie Marquet. Bonsoir. Qui est de formation anthropologue. Elle a fait beaucoup de travail de terrain initialement en Afrique, au Mali et en Éthiopie. Et puis, de fil en aiguille, si je puis dire, elle s'intéressait aux tissus. Est-ce que les tissus anciens peuvent nous apprendre sur les pratiques des civilisations anciennes? Elle s'est intéressée de plus en plus aux tissus, aux colorants. Et maintenant, elle travaille essentiellement en France. Et c'est de là qu'elle a tiré ce guide des teintures naturelles. Donc, c'est des plantes qui sont cultivées, qui existent en France, et dont on tire des pigments naturels, des teintures pour teindre les tissus. C'est donc de ça qu'elle va nous parler. Elle va nous parler aussi d'ethnologie ou d'anthropologie. Merci. Je ne sais pas si j'en ai besoin, ou peut-être on va accrocher là. Si je me mets là, comment ça marche? On m'entend? Donc bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité. Et donc, comment? Pour que je baisse? C'est bien comme ça? Je ne suis pas très grande. Donc je vais effectivement essayer de vous présenter dans cette conférence que j'ai orientée par rapport aussi à chaque fois à la thématique du lieu. Donc là, il y a l'idée de partir vraiment de la chimie des plantes pour vous faire découvrir différentes applications qui sont des applications historiques des colorants végétaux pour des usages soit d'encre, soit de teinture. Donc j'ai fait un petit cheminement dans cette conférence. Donc je vais essayer de tenir le rythme tout en même temps en vous cuisinant sur place donc différentes préparations pour que vous puissiez observer par vous-même qu'effectivement ça marche et qu'il y a bien des colorants dans les plantes. Donc peut-être juste pour situer dans la conférence quelques éléments au départ avant de rentrer dans la pratique, quelques éléments de compréhension. Moi, je viens effectivement au départ de l'archéologie, donc mon intérêt premier c'était de faire de la reconstitution expérimentale, juste pour comprendre comment on avait fait pour faire de la peinture textile à partir de plantes à des époques plus anciennes. Au travers de ces expérimentations, j'ai fait tout un cheminement qui m'a amené aussi à récolter des recettes, récolter des savoir-faire aussi contemporains ou subcontemporains qui parfois maintenant ont disparu parce qu'il y a des choses que j'ai commencées il y a longtemps. Mais donc de récolter ces savoir-faire encore connus dans différents endroits pour essayer de faire un inventaire en fait de ces plantes ressources qui permettent à la fois de conserver ces recettes, mais aussi d'identifier sur des textiles plus anciens les colorants employés. Donc je viens au départ vraiment de cet aspect de recherche historique et archéologique, et je suis allée progressivement vers à la fois de l'ethnobotanique, des questions plus de chimie appliquée ou expérimentale, mais donc je ne suis pas chimiste au départ, je suis bien archéologue. Et donc là, je vais commencer par vous montrer 2-3 points, fondamentaux qui permettent de situer un peu le domaine. Donc je voulais juste rappeler, peut-être que c'est évident pour tout le monde, qu'en fait jusqu'au 19e siècle, avant que la chimie de synthèse se développe, on n'avait aucune autre ressource pour la teinture textile que les colorants végétaux. Et donc ces colorants, végétaux et dits naturels, c'est-à-dire aussi des plantes, mais aussi des insectes et parfois des mollusques. Donc je vais détailler un peu tout ça, mais disons qu'on trouvait dans la nature les ressources pour la couleur textile. Et pas seulement pour la couleur textile, puisqu'en fait notre histoire des colorants, elle raconte aussi la coloration d'autres matériaux, comme la vannerie, comme le tannage et la teinture du cuir, et comme aussi parfois la fabrication d'encre à écrire. Donc c'est important de se dire qu'en fait, ce qui peut paraître aujourd'hui, disons, de l'ordre de l'intérêt un petit peu pour l'histoire de l'art, et aussi un intérêt pour une histoire économique qui a été très importante, une histoire agricole et un rapport aux ressources qu'on a utilisées pour produire tous ces colorants.
C'est pas simplement une technique, c'est aussi tout un récit sur des plantes qui aujourd'hui sont plus du tout aussi connues du grand public, même si certaines, même si elles existent encore, certaines sont même encore cultivées, mais elles ont connu des moments où elles ont été un enjeu, en fait, pour les peuples, pour les États, pour les cultures, un enjeu économique et un enjeu de production. Donc c'était pour rappeler ça, voilà l'importance de ces colorants en teinture jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et peut-être une petite note aussi, pour bien essayer d'être bien clair sur ce dont on parle, on va distinguer les colorants et les pigments. Parce qu'en fait, les colorants, en tout cas dans notre pratique de teinturier, parce que quand on parle avec des pharmaciens, par exemple, ils vont avoir peut-être d'autres usages du terme. En tout cas, pour nous, les colorants, c'est des composés qu'on va pouvoir mettre en solution dans un solvant. Donc ça veut dire qu'on va avoir une extraction et le solvant qui est en général de l'eau. Alors que les pigments, c'est une matière qui est déjà visiblement colorée, comme par exemple des ocres, qui est broyée et à laquelle on va ajouter un liant. Donc en fait, tout se passe au niveau, disons, mécanique, c'est-à-dire qu'on broie une couleur visible, un ocre, une terre rouge, on y ajoute éventuellement un liant, de la craie, de la caséine, etc. et on l'applique. Donc il n'y a pas de chimie là-dedans. Alors que dans le cas des colorants, il faut une extraction. Il faut aussi après trouver comment on va pouvoir le fixer sur le support à teindre, dont le textile, la vannerie, etc. Donc c'est deux termes qui sont très différents. Et quand on parle, on va parler notamment des angles, mais vous comprendrez que le process qui est en jeu n'est pas le même. Voilà. Donc ça, c'était la petite, les aspects, disons, par rapport à l'histoire des couleurs, des colorants, des colorants végétaux, des composés organiques. Et on va parler aussi juste rapidement de pourquoi les plantes nous donnent des teintures. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on on est bien content d'avoir pu profiter de cette production de molécules des plantes. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en fait, elles ont des bonnes raisons de fabriquer ces composés. Elles ont dans leur métabolisme donc comme je l'ai marqué là, les plantes sont une petite usine de fabrication de molécules. Et dans leurs cellules, elles vont avoir d'une part des métabolites primaires qui servent à leur survie, qui servent à leur reproduction et à leur survie. Mais elles vont avoir aussi ce qu'on appelle métabolites secondaires, donc des composés qu'elles vont fabriquer pour résoudre leurs problèmes, indépendamment des questions de survie. Donc, tout simplement, une plante ne peut pas se gratter quand quelque chose la dérange, elle ne peut pas aller se mettre à l'ombre si elle en a marre d'avoir du soleil qui tape fort. Donc, elle va fabriquer des composés pour résoudre toutes ces situations. Et ça, c'est d'autant plus intéressant que certaines des propriétés de ces colorants qu'on va utiliser en teinture ou en tannerie sont également, alors ne sont pas les mêmes, parce que les plantes ne font pas forcément ces molécules dans le but de nous donner de la couleur, mais par contre, il y a des liens entre les usages pour la plante et les usages qu'on va en faire ensuite, dans la manière dont elles fonctionnent, ces molécules, et aussi, il peut y avoir des liens entre les usages de la pharmacopée et les usages pour la teinture. Donc, j'essaierai de vous repréciser ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est justement de voir que donc, les plantes vont produire toute cette chimie et qu'elles vont résoudre pas mal de problèmes avec ça. Donc, c'est la caractéristique aussi de ces métabolites secondaires, c'est justement d'être influencées par des facteurs extérieurs. Donc, ça va être souvent le climat, l'ensoleillement, l'agression par des insectes ou même par des herbivores. Voilà, des conditions de stress hydrique, hein, voilà, donc tout ce genre de problèmes que la plante rencontre. Ça marche pour les lichens et les champignons aussi, qui font encore plus de molécules invraisemblables, mais on n'en parlera pas vraiment aujourd'hui. Donc, pour finir sur vraiment cette introduction un peu sur comment ça se passe dans la plante, qu'est-ce qu'on y trouve, et ça va nous servir en tant que teinturier. Alors, anciennement, on ne les classait pas forcément comme ça, mais en tout cas, leurs propriétés, leurs usages à ces composés, et ben, en fait, ils sont leurs usages par famille en teinture sont aussi pertinents, c'est-à-dire que certaines familles de composés vont correspondre à certains types de recettes. Hein, donc, c'est pas non plus uniquement une classification, j'ai envie de dire, récente qui va être issue d'une recherche très fondamentale. C'est aussi dans la pratique qu'on peut identifier
des mécanismes, des particularités qui sont liées à chacune de ces classes de colorants. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la plante, on a en fait un cocktail de composés. Ça veut dire qu'on n'a pas une molécule colorante qui va donner un résultat, mais on va en avoir parfois une dizaine ou une quinzaine, et que c'est l'ensemble de ces composés qui, en synergie, vont donner un résultat coloré en teinture. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'en fait, c'est parfois, justement parce qu'elles sont plusieurs, qu'on atteint, par exemple, une bonne qualité, une bonne solidité de la couleur. Donc, cette synergie, elle a été aussi cette synergie des composés dans une même plante, elle a été aussi une des raisons qui fait que certaines plantes ont été particulièrement appréciées et retenues pour la teinture, puisqu'elles étaient plus solides que d'autres. Par exemple, j'ai fait une petite liste qui n'est pas très détaillée, mais bon, qui était histoire de donner des axes. Donc on a les flavonoïdes qui sont très souvent des colorants qui vont nous donner des jaunes, mais dans cette catégorie-là, on trouve aussi des colorants qui vont donner des violets, des verts, des gris qui sont les anthocyanes. Et ces flavonoïdes, ils sont extrêmement présents dans le monde végétal, puisqu'en fait, ils font partie des composés que la plante fabrique pour s'accommoder des questions d'UV, d'insolation. Donc, c'est quelque chose c'est des composés qu'on trouve beaucoup dans des parties aériennes de plantes, qu'on trouve beaucoup dans les feuilles, qu'on va trouver, voilà, donc c'est des composés qui sont très abondants. Et c'est peut-être le moment de dire que, au contraire, le vert que vous voyez quand vous regardez, disons, un paysage naturel avec toutes les plantes qui poussent, c'est la couleur qui principalement ressort en printemps ou en été. Et là, c'est le moment peut-être de rappeler que le vert, en fait, c'est pas le vert de la chlorophylle, il n'est pas extractible, on ne peut pas teindre avec. Donc toutes ces couleurs qu'on voit dans la nature ne sont pas forcément celles qu'on aura à partir des plantes une fois qu'on fera la teinture. Donc on ne parle pas de la couleur visible des choses, mais on parle bien de ce que la plante fabrique pour elle-même, pour résoudre ses problèmes, et que nous on va transformer pour faire une couleur ensuite. Alors dans les flavonoïdes, ils ont aussi un rôle dans la plante de colorant. Donc parfois il peut y avoir effectivement dans la couleur visible quelque chose qui est une information sur ce qu'on pourra obtenir en teinture, puisque certains jouent ce rôle-là aussi dans la plante. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur les flavonoïdes d'autres avant de passer. Bah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous faire remarquer que c'était flavonoïde, flavus, ça vient de jaune, donc c'est aussi pour cette raison que cette classe de colorant, elle s'appelle comme ça. Donc ensuite, on a les tanins, qui sont eux aussi, c'est des très grosses molécules qui sont très abondantes dans le végétal, souvent présents dans les écorces, présents dans les parties plus coriaces, mais aussi dans d'autres plantes plus herbacées, enfin pas forcément que dans des arbres. Et ces tanins qui sont très importants, eux, ils ont souvent un rôle défensif. Et ensuite, j'ai mis quelques autres exemples, dont les quinones, au sein desquels on va trouver ce qu'on appelle les anthraquinones, qui sont des colorants qui vont donner les rouges, et donc on va parler des rouges aujourd'hui. Ces quinones, par exemple, c'est eux qui sont responsables de l'oxydation des fruits quand on les coupe, et quand ils s'oxydent au moment à l'air. Voilà, donc, et j'ai aussi noté les colorants basiques alcaloïdes, ces alcaloïdes qu'on trouve aussi beaucoup dans le végétal et qui peuvent être par ailleurs médicinaux. Donc ils sont deux types de jaunes, c'est aussi souvent des jaunes. Voilà, et l'indigotine, dont on parlera peut-être un petit peu. Donc après, je voulais juste vous montrer qu'on varie selon la partie de plante employée. Et ça vient un peu des collectages que j'ai faits, parce qu'en fait, il ne suffit pas de demander aux gens avec quoi ils teignent, mais il faut vraiment savoir avec quelle partie de plante ils teignent. Parce que si on vous dit, ah bon, on teint avec tel arbre ou avec telle plante, et que vous n'avez pas d'idée de si c'est la graine, le fruit, à quel moment on le récolte, voire même des fois l'écorce des racines,
vous avez perdu une partie de la recette. Donc le savoir, il repose vraiment sur ces précisions-là. Donc je vous ai montré, j'ai mis quelques diapos comme ça de plantes qui sont tinctoriales, mais tout à des degrés divers. Hein. Et ce qui est intéressant quand je fais donc souvent des présentations, disons, grand public, c'est vrai que les fleurs sont la première chose auxquelles les personnes pensent, parce qu'effectivement, elles sont colorées visiblement, on associe la couleur aux fleurs. C'est vrai que souvent, on oublie d'autres aspects. Donc après, il y a les fruits et les baies qui sont bien documentés, parce que tout le monde a mangé des mûres, c'est déjà taché, etc. avec. Et progressivement, on va rencontrer des parties de plantes un peu moins communes, comme par exemple des graines, qui ne seront pas forcément visiblement de la couleur obtenue. Donc là, le petit tas, c'est du roucou, qui est une plante qui va faire... Enfin, c'est des graines qui donnent des rouges, qui ont été beaucoup utilisées en Amérique. Et encore plus des galles, dont je vais vous reparler, qui sont des parties liées à des infestations par des insectes de l'arbre. Donc là, on est sur encore quelque chose qu'on soupçonne moins pour la teinture. Et après, évidemment, donc, toutes les écorces, le bois, les racines, et comme je vous disais, même les écorces de racines. C'est juste pour rappeler voilà, que pour la teinture, chaque partie de plante va produire elle-même, pour des raisons diverses, de réponse à sa fonction. Hein. L'écorce, les racines n'ont pas les mêmes fonctions. Il y a des zones de stockage dans la plante, d'autres qui vont être défensives. Il y a des moments où les feuilles poussent au printemps et où elles ont des problèmes avec le soleil parce qu'elles sont encore fragiles. Plus tard, les composés disparaissent puisque le soleil, puisqu'elles ont vieilli et qu'elles sont plus coriaces. Donc il y a tous ces aspects qui rentrent en jeu. Il faut juste, pour finir sur cette introduction, pas oublier qu'en fait il y a une très grande diversité de ressources. Ça c'est sûr, mais qu'il ne faut pas du tout imaginer que toutes les plantes, parce qu'on finit par se dire, ah ben dans ces cas-là, il y a des colorants partout. Non, toutes les plantes ne sont pas tinctoriales, et en fait, très tôt, certaines espèces ont été vraiment choisies pour leurs compétences en teinture, pour leurs usages, et on a effectivement, comme je disais, vu qu'on voilà, jusqu'au 19e siècle, la teinture végétale était la norme, on a un retour d'expérience sur tout ce bagage à la fois historique, ethnographique, très, très, très abondant et qui s'est transmis. Et donc, en fait, il y a des plantes qui sont très bien identifiées comme tinctoriales et d'autres qui ne le sont pas ou qui sont anecdotiques. C'est-à-dire qu'elles peuvent être amusantes, faire de la couleur au moment où on les regarde, au moment où on les mange, au moment où on bricole avec, mais elles ne dureront pas. Voilà, et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pas complètement fini, je vous ai parlé des flavonoïdes qui étaient très répandus dans la nature, mais par contre, d'autres colorants, d'autres composés sont beaucoup plus rares. Donc la répartition, en fait, c'est pas du tout... Toutes les couleurs ne sont pas disponibles également. Il y a des couleurs qui sont des composés qui vont être très abondants, d'autres qui vont l'être beaucoup moins, comme par exemple ces composés de rouge dont on va reparler, ces cocktails qui permettent de faire le rouge et qui appartiennent à une petite catégorie de plantes. Donc ça c'est intéressant aussi parce que si on va vers, moi le sujet qui m'a intéressé qui est l'histoire de rapport à ces ressources, on se rend compte que du coup il y en a forcément qui ont été peut-être plus précieuses que d'autres et qui ont eu des enjeux de transport, d'échange et tout ça. Voilà, ça c'était donc pour vous situer un peu dans le domaine dont on va parler qui est peut-être un peu voilà, inhabituel. Voilà, donc on a dit qu'on allait faire des expériences. Ça va être un petit peu acrobatique, parce qu'en fait j'ai amené plein de petits trucs qui sont partout, que je ne sais pas exactement comment je vais m'organiser entre les fils, les trucs qui chauffent et le bouton où il faut que j'appuie, donc j'espère que vous allez me soutenir et m'encourager. Et donc on va faire la première expérience, et je vais vous parler en premier, non pas de teinture, mais d'encre. Alors peut-être je vais justifier quand même ce choix, mais je le ferai quand on aura commencé à faire cuire, parce qu'en fait, on a une question de timing, qui est que chaque teinture et chaque extraction prend un certain temps, qui est en plus passablement mystérieux, vu qu'on a quand même un petit, disons, il faut bien encourager les plaques chauffantes pour qu'elles chauffent à la vitesse qui nous arrange, donc on a quand même à gérer ça, donc on va commencer par faire la recette, et après je vous expliquerai pourquoi on fait ça, si ça vous embête pas, je fasse les choses un peu à l'envers. Donc, j'ai fait une petite recette. Les ingrédients de l'encre noire qu'on dit métallogallique. Donc ça, c'est un sujet que connaissent très bien les restaurateurs de manuscrits et qui sont souvent confrontés à
à ces encres-là. Et je vous raconterai plus en détail ensuite. Donc, dans cette recette, on utilise, donc je ne vous en dis pas plus sur pourquoi on prend quoi, on lance les choses. On va utiliser des tanins. Donc ces tanins, on va les prendre dans une ressource qui a été très anciennement utilisée, qui est très chargée en tanins. Ce sont les noix de Galles. Alors j'en ai pris des entières, qui sont de différentes espèces. Vous pourrez regarder dans les... Je vais vous faire passer des petits pots si vous voulez les voir, parce qu'il y en a plusieurs sortes. Et j'ai préféré pour notre atelier... ah oui, alors il faut que je fasse comme ça. Attendez. Ah oui. Bon, vous aviez envie de voir encore la recette avant? Donc je recommence et on va le mettre après. Donc je vous montrerai la petite poudre. Donc je vais vous donner les noix de Galles à regarder. Voilà, c'est l'occasion. Noix de Galles du chêne. Je vous laisse me le faire passer. Et donc, j'attrape une cuillère, elle est là. Une petite casserole. Donc là, si ça vous embête pas, on va la remettre après. Mais pour que je puisse vous montrer et lancer, puisque nous sommes pressés de lancer ça, je switch le... Ça va? J'appuie. Ok. Alors, donc, je vous ai dit que j'avais amené des noix de Galles. Pour ne pas avoir à les piler devant vos yeux, mais j'espère que vous me faites confiance, j'en ai pris aussi en poudre, parce que c'est quand même beaucoup plus rapide. Enfin, là, pour cet atelier, on va faire rapidement. Et donc, du coup, je vais en prendre, comme dit la recette, une cuillère. Une cuillère à soupe. C'est même beaucoup parce qu'elle est pilée très finement. C'est des Galles du chêne, oui, tout à fait. Ouais, oui, voilà. J'ai pas été précise, si. Non, notre Galles du chêne. Donc voilà, la poudre de noix de Galles que je mets dans la casserole. Là, vous allez voir, c'est pas difficile à retenir. On va allumer et mettre de l'eau chaude et faire bouillir cette poudre pour extraire le colorant. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous montrer. C'était pas très long, mais il fallait le faire tout de suite pour que ça marche. Donc on la met dans une petite casserole. Je ne sais pas si on voit rien dans la casserole, hein, mais je vous remontrerai ensuite. Voilà. Bon, vous voyez, ça colore un peu, mais alors il ne faut pas se laisser trop guider par une couleur un peu claire, puisqu'en fait l'extraction de la plupart des colorants végétaux, elle prend un certain temps, elle se fait à chaud par décoction. Donc ça, on va y revenir, hein, cette recette, mais par contre, il faut vraiment que ça ait le temps de cuire, quoi. Donc, on lance ça. Voilà. C'est juste ça. Et je reviens à ma recette. Ah oui, c'est là. Hop. Tac. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas fini. Donc, la recette, une cuillère à soupe de noix de Galles du chêne en poudre. Et... plus tard, hein, tout à l'heure, on prendra du sulfate de fer. La recette, diluer les noix de Galles en poudre dans de l'eau, faire chauffer et laisser frémir pour extraire, sortir et filtrer, ajouter le fer. Bon, alors sur l'image, j'ai mis, je vais vous expliquer tout ça, hein, ne vous inquiétez pas, c'est à l'envers, c'est exprès. C'est une conférence expérimentale et à l'envers pour que ça rentre dans le temps. Donc celui-là, je vous ai fait, il y a un petit tas là, c'est du sulfate de fer tel qu'on le connaît aujourd'hui en droguerie. Et là, dans un bocal que je n'ai pas amené pour pas qu'il y en ait partout dans ma valise, c'est de la soupe de clous. Donc c'est des clous rouillés avec du vinaigre et en fait ça fait un acétate de fer. Voilà. Donc ça permet d'extraire la rouille. Donc si vous avez envie d'essayer chez vous, voilà, vous n'avez pas besoin d'acheter du sulfate de fer, vous prenez donc cet acétate de fer. Ah bah attendez, c'est pas fini. Je viens de vous dire que je racontais le début à la fin avant le début. J'y arrive. Donc juste pour voilà, pour finir avec cette recette. Ensuite, je recommence donc toute l'explication de pourquoi on fait ça et qu'est-ce qu'on veut obtenir. Donc comme je vous l'ai dit en titre, on est en train de fabriquer une encre dite métallogallique, bien connue des restaurateurs. On utilise donc du métal qui est en l'occurrence du fer et des tanins. Donc les tanins, ce sont des très grosses molécules qui sont très communes
Et elles sont très présentes notamment chez les conifères, chez les fagacées, donc par exemple le chêne et le châtaignier, et chez les rosacées. Ça, c'est quelque chose qui est assez facile à identifier. Dans la plante, elles ont un rôle où elles servent à contracter les tissus en liant les protéines et en les précipitant. Donc cette propriété-là, c'est celle que nous, humains, on a utilisée pour le tannage. Et le tannage des peaux, justement, se fonde sur cette propriété des tanins. Ce qui est intéressant, c'est que justement, dans la plante, on retrouve aussi cette propriété. Les tanins, ils ont par ailleurs un rôle défensif, puisqu'en fait, ils vont être produits par la plante au moment où quelqu'un les agresse. Raison pour laquelle, quand on a des gales qui sont une agression, la plante va envoyer énormément de tanins dans ces gales. Et pour pas que j'oublie en route ce 1, oui, donc dans les gales, en fait, donc les gales se forment, il y a un cynips, une petite mouche qui pique l'arbre, et l'arbre, pour se défendre, va donc produire des molécules, des tanins, pour essayer de l'intoxiquer, de l'empoisonner. Ça marche aussi avec certains arbres peuvent aussi employer ce dispositif pour lutter contre les herbivores. C'est-à-dire que dans certains cas, il y a eu une histoire qui a été assez racontée par différents chercheurs, dont d'ailleurs Jean-Marie Pelt sur les plantes, les acacias et les antilopes. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, où les arbres sont dévorés par des herbivores et on constate qu'après le passage sur le premier arbre des premiers herbivores, le taux de tanins a augmenté et même les voisins qui n'ont pas encore été attaqués commencent à faire des tanins plus importants pour essayer de se défendre contre l'agression et d'empoisonner leurs prédateurs. Donc ce sont des poisons pour certains êtres vivants. Et inversement, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est que si on parle d'histoire, on va se dire, dans le temps très long de l'histoire humaine, il y a eu toute une grande période avant même le textile, durant laquelle on a tanné des peaux. Ça a été quand même un moyen très important de se protéger et d'habiter, de résoudre plein de problèmes à la fois vestimentaires et d'habitat. Et donc ce principe du tannage est certainement très anciennement connu, même si malheureusement c'est quelque chose qu'on ne pourra pas documenter, puisque de fait on retrouvera a priori pas, du point de vue archéologique, les matériaux organiques se conservent très mal, et donc on ne retrouvera pas des peaux ni d'éléments qui permettront de vraiment définir ça. On trouve des empreintes en négatif, enfin bref, voilà, c'est en tout cas pas des matériaux faciles à étudier dans l'archéologie. Mais il faut avoir en tête donc tout ce patrimoine sur lequel se fondent les premières pratiques textiles, qui arrivent ensuite, hein, qui s'inscrivent dans une histoire beaucoup plus longue du travail de la peau. Donc je voulais vous dire ça sur le tannage. Et après il y a les usages médicinaux. Donc là par exemple j'ai mis l'Achillée millefeuille ou Achillée, suivant les habitudes. Et elle est vulnéraire. On la connaît depuis très longtemps pour ses propriétés, pour soigner les plaies ouvertes, hein, pour aider à stopper le sang. Et ça, c'est quelque chose qui est lié aux propriétés des tanins. Donc les propriétés médicinales et les propriétés tinctoriales sont proches. Alors, j'essaie de ne pas faire brûler. Vous avez le droit de, si vous trouvez que ça chauffe fort et que j'ai oublié parce que je parle. Donc voilà, de me rappeler que... Donc ça c'est la noix de Galles qui bout. Ah oui, alors pourquoi... Non, pardon. Pourquoi dans ma recette je marque ensuite qu'on va utiliser du fer? Parce que là j'ai parlé des tanins, je vous ai dit toute leur histoire, et maintenant je vous dis pourquoi on sert du fer. Donc en fait c'est une réaction naturelle d'oxydation des tanins en présence d'une solution de fer. Et cette oxydation, on peut la constater d'une manière très ludique, que je n'ai pas prévu de faire aujourd'hui, parce qu'en fait, tout simplement, il n'y a pas assez de feuilles là, en cette saison, pour pouvoir vraiment faire quelque chose de pertinent. C'est qu'on va marteler des feuilles sur un morceau de tissu, enlever la matière qui reste des feuilles, et passer ça dans une solution de fer. Et les feuilles qui contiennent beaucoup de tanins, vont devenir l'empreinte, c'est-à-dire l'empreinte du sucre de la plante, va devenir noire.
évidemment, si vous avez des plantes qui ne contiennent pas de tanin, eh bien, vous n'aurez pas cette empreinte-là. Donc c'est vraiment un moyen très simple et très ludique de comprendre et de démontrer la présence des tanins dans les plantes, puisqu'évidemment, elles n'en produisent pas toutes, ni toutes de la même quantité. Et après, donc, cette recette qu'on est en train de faire, eh bien, on la connaît depuis le Moyen-Âge, en tout cas, elle est documentée depuis le Moyen-Âge pour l'écriture, et son usage a duré jusqu'au XXe siècle, puisque moi, j'ai déjà rencontré des gens qui me disaient, moi, enfant, on ramassait ces petites galles de chêne, alors qui ont différents noms, hein, suivant les régions où l'histoire se passe, et on les pilait et on faisait encore notre encre pour écrire. Donc il faut quand même des personnes qui ont connu le moment où on écrivait à la plume, donc ça date, disons, entre les années 50, 60, c'est vraiment la fin, je pense, mais il y a jusque dans les années 60 cet usage qui était connu dans les campagnes, hein, donc on a vraiment un savoir-faire qui s'est transmis. Alors, si je continue sur cette histoire des tanins, j'ai mis quelques pour élargir un peu le champ. Évidemment, il n'y a pas des tanins que dans les noix de Galles, et il n'y a pas d'usage des galles et du noir que pour l'encre. Donc on a deux usages pour lesquels je trouvais important de compléter avec des images. Donc là, il y a un moulin à temps. Ce qu'on appelait les moulins à temps, c'était tout simplement des moulins hydrauliques qui commencent à être très abondants, en tout cas à partir du XIIe siècle, dans lesquels on va broyer des écorces. Et ces écorces, c'était principalement le chêne, le châtaignier. Et donc c'était vraiment une activité très importante. Et on faisait cette poudre d'écorce beaucoup pour la tannerie. Et donc le temps, c'est ce qu'on appelait le temps, c'est le résultat, la poudre issue du broyage de ces différentes écorces qui étaient utilisées en tannerie. Et donc c'est tout un patrimoine de moulins, mais aussi des pratiques forestières et rurales dans le collectage de ces ressources. Parce qu'en fait, ça prenait pas mal de temps. C'était une activité plutôt au printemps, on récoltait les écorces. Et c'était des cycles dans l'année, donc il y avait la période où on récoltait les écorces, il y avait aussi les charbonniers, il y avait d'autres pratiques, disons, qui se complétaient au long de l'année. Et ce qui est assez intéressant, c'est d'imaginer qu'en fait, il y avait une anticipation et une gestion forestière pour que ce soit possible. Parce que vu le volume d'écorces qu'il fallait pour faire toute cette tannerie, qui était très importante, il fallait beaucoup de choses, beaucoup d'anticipation. Donc planter les arbres en avance, avoir prévu qu'on en aurait suffisamment, etc. Je vous ai mis l'aulne qui est très important pour l'histoire du noir et qui est donc plutôt un arbre de milieu humide, ou en tout cas... et je vous ai mis inversement un pistachier lentis dont on emploie à la fois les galles et le reste, et qui est aussi un arbre à tanin, lui vraiment méditerranéen et de maquis. C'était juste pour... bon, on ne peut pas parler de toutes les plantes, mais rappeler qu'il y a des biotopes très différents, et qu'on peut trouver à la fois dans des biotopes humides ou dans des biotopes arides, des plantes qui vont avoir des propriétés similaires. Donc il ne faut pas, disons, trop restreindre l'endroit où on va pouvoir trouver ces plantes. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, c'était l'idée. Voilà, donc des résultats de ces encres métallogalliques, et puis bientôt j'espère que ce sera cuit. On va regarder déjà, non, il faut faire bouillir. Alors c'est pas... des exemples rarissimes, enfin les manuscrits en question sont extrêmement rares, mais par contre l'existence d'exemples, si vous allez sur Gallica par exemple et que vous cherchez Gallica qui est donc le site de la BNF, que vous cherchez dans les manuscrits anciens, vous avez très probablement une majeure partie des manuscrits d'époque mérovingienne, carolingienne et même jusque très tardivement, vous avez des encres de Galles. Donc on voit, ce qui est intéressant peut-être pour vous, c'est de voir, bien qu'il y a d'autres effets du temps, hein, le vélin qui a changé, des questions diverses qui ont pu altérer, mais il y a cet aspect un petit peu brun, parfois, plus dense dans d'autres cas, donc suivant la manière, la densité dont l'encre, de la préparation de l'encre. Donc il y a des effets voilà, sur ces manuscrits qui permettent de reconnaître l'usage de cette encre. Et encore plus, des effets parfois un peu inquiétants pour les restaurateurs, puisqu'en fait, là vous avez donc un manuscrit d'Averroès qui date donc du XIIe siècle, et qui est tout à fait marqué par la dégradation des composés.
non pas des composés eux-mêmes, mais en fait du vélin par le fer. Donc le tannage sert à la tannerie, mais par contre le fer en contact avec toutes les fibres protéiniques, que ce soit donc le cuir, mais aussi la laine ou d'autres supports d'origine animale, le fer a une action corrosive. Et donc ça se voit, et on voit que l'encre a dégradé en fait son support. Donc ça c'est un gros problème chez les restaurateurs pour essayer d'enrayer le phénomène. Par ailleurs, là j'ai mis ce petit personnage parce qu'en fait on voit, il y a des fois un effet d'iridescence. Alors je ne sais pas si vous le voyez là, mais ça se voit mieux quand on a les choses plus proches. Mais il peut y avoir un effet très brillant de ces encres et aussi très dense. Donc ce n'est pas forcément des encres claires. Tout dépend un peu de la recette, de la densité de ce qui a été employé. Voilà. Donc ça, c'était pour vous parler un peu de sources qu'on a pour étudier ces encres. Et alors, je me suis dit que c'était intéressant de faire un petit tour du côté du livre de Kells, qui est un très grand manuscrit, qui est un trésor d'un monastère en Irlande qui date à peu près du 8e, 9e siècle. Et ce manuscrit très enluminé, extrêmement riche, quand on analyse les encres, on retrouve dans l'interprétation de ces ressources la richesse du monastère. Puisqu'en fait, non seulement les enlumineurs atteignent des niveaux de calligraphie et d'ornementation très très experts, mais en plus, les ressources utilisées sont très remarquables. Et donc, on voit par exemple des encres métallogalliques, mais aussi une encre carbone. Et l'encre carbone, c'est l'autre encre noire qu'on peut fabriquer avec des plantes, enfin du noir de fumée, donc pas vraiment des plantes directement. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux traditions qui sont, disons, globalement, géographiquement, pas dans les mêmes territoires. Et on attribue plutôt, alors il faudrait des études très larges pour vraiment invalider l'existence de l'encre carbone dans l'Europe du Nord. Mais c'est vrai qu'en Europe médiévale, on a plutôt tendance à trouver des encres métallogalliques. Et on attribue plutôt les encres carbone à la Méditerranée. Donc du coup, pour que dans ce monastère en Irlande, au 8e siècle, on trouve cette encre-là, on peut penser à la circulation de personnes, de scribes, de gens qui vont enluminer, et de techniques et de pratiques de recettes. Et on a aussi, dans ce même, qui soutient cette hypothèse, puisque c'est bien de corréler plusieurs choses, on a aussi donc l'or-piment qui est un mélange de fiel et de safran, donc qui n'était pas spécialement cultivé en Irlande au 8e siècle, qui est vraiment plutôt une plante méditerranéenne, de lapis-lazuli qui vient de très loin aussi, et de rouge et de pourpre de kermès, kermès étant des petits insectes à rouge, dont on pourra reparler, et ces petits insectes, ils sont typiquement méditerranéens puisqu'ils vivent sur les chênes kermès. Donc les chênes kermès qui sont vraiment typiquement des arbres de maquis méditerranéens. Donc on a des ressources complètement exogènes pour la région où ce manuscrit a été réalisé. Voilà, donc ça c'est assez rigolo, d'où l'intérêt de connaître les recettes et de se poser la question de la ressource. Donc ça vous illustre un peu le travail qu'on peut faire sur le questionnement entre les ressources et aussi la valeur économique des ressources, le contexte pour se les procurer, le volume dont on a besoin. Voilà, donc ça c'était juste pour montrer, donc c'est pas des études que j'ai fait moi, hein, mais c'est donc pour vous montrer les études donc par spectrophotométrie ou par fluorescence X pour caractériser ces encres qui sont donc de manière non destructive, ce qui est pas mal. Et du coup, on peut savoir qu'il y a plutôt tel ou tel usage et parfois des encres mixtes. Voilà. Donc, fin de la première expérience. Normalement, ça a dû bouillir assez. Et donc là, il faut que je rebranche le... D'accord. Alors, comme vous vous souvenez dans la recette, on avait marqué il faut faire bouillir. Alors, je ne vous ai pas précisé, mais vous avez certainement compris. Donc, la décoction, c'est un peu la base pour extraire ces colorants. Donc, on va reparler après en teinture, mais là, pour les encres, le fait de faire cuire, c'est ce qui va faire sortir les composés. Donc, maintenant qu'on l'a fait, on va pouvoir filtrer. Donc, je me demande si c'est la peine de se mettre dans un grand pot, finalement. Bon. On va filtrer donc la poudre. Pardon, je ne vous ai pas montré, il y a une passoire. On ne voit pas là? Ah, excusez-moi, il faut me dire. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez.
C'est bien? Voilà. On enlève la poudre, j'enlève tout ça. Et là, donc ce que j'aimerais surtout, alors j'aimerais pas me brûler, déjà ça c'est une première chose. Je mets ça de côté. Je vais peut-être faire autrement. Ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez constater que c'est pas vraiment noir. Je sais pas si, est-ce que vous voyez Pardon, comme je ne peux pas me regarder en versant, alors. C'est super difficile en fait. Alors, est-ce que vous voyez quand je verse? Ok. Est-ce que vous voyez la couleur? Voilà, un café raté. Donc, je le remets dedans, mais je ne me mets pas sous, parce que là, c'est vraiment périlleux. Et donc, ce que je vais faire ensuite, c'est prendre donc, du sulfate de fer avec une cuillère que je vais mettre dans ma préparation. Bon, alors je vous dis, ça c'est parce qu'on est entre nous, j'aurais été seule, j'aurais peut-être fait bouillir encore un peu. Parce que bon, là, mais c'est bien, on va y arriver. Voilà. Elle sera peut-être pas hyper dense pour la démonstration, mais c'est pas grave. Voilà, alors, oh, on ne voit pas. Si, mais j'aimerais que vous puissiez voir par contre. Vous voyez la couleur? Vous voyez la couleur? Parce que si je vous mets le fer, il faut que vous voyez que ça devient noir. Vous le voyez là. Regardez sur la table. Donc je prends du fer que je vais mettre donc dans cette noix de Galles. Et là, normalement, sous vos yeux ébahis, vous constatez que la couleur change. Voilà. Merci, merci, merci. Alors j'aurais dû vous montrer sur papier avant, j'ai oublié. Ah voilà, c'est malin. Hein. Peut-être qu'à force de transvaser, il en reste un peu au fond. Je vais essayer de vous montrer. Donc, si je prends le petit fond là qui reste, voilà. C'est la couleur. Où est-ce qu'il est ? Voilà. Et donc, on va maintenant appliquer l'encre qu'on a fabriquée. Bon, elle est quand même assez diluée pour l'instant, hein, mais... Ah oui. On voit qu'elle est noire, mais vous allez pouvoir constater aussi qu'il y a deux phénomènes. Donc, il y a l'oxydation avec le fer, mais il y a aussi l'oxydation avec l'air. Et donc, vous allez avoir un deuxième... Alors, hop. Vous voyez ? Voilà. Donc, ça, c'est les encres métallogalliques. C'est très rigolo. Et alors, donc, en plus, elles foncent progressivement. C'est-à-dire que vous l'appliquez, je vous veux. Et puis après, on attend un peu et vous allez voir, ça va devenir plus noir. Donc ça, c'est quand même un phénomène intéressant. Après, quand elle est très très dense, elle devient en plus irisée. Elle va vraiment former une espèce de surface. Alors son gros défaut, quand on la fabrique pour écrire, c'est qu'elle est très pulvérulente au séchage. Et donc en général, dans les recettes anciennes, parce que là c'était vraiment pour qu'on puisse parler de la réaction des tanins avec le fer et de cet usage ancien et de tous les usages qui en ont découlé, mais il faut aussi penser, quand on écrit, au besoin d'un liant qui lui n'est pas donc vraiment là, il n'est pas là à titre de composer, mais vraiment à l'idée de faire une matière. Et on a utilisé beaucoup la gomme arabique. La gomme arabique qui est issue des acacias arabica, donc des acacias qui vont donner cette gomme qui a été utilisée longtemps pour coller les timbres, pour les enveloppes, etc. Donc il y a aussi une colle qui sert aussi en alimentation à faire des bonbons, des trucs comme ça. Et donc voilà, la gomme arabique, elle était utilisée pour donner du brillant et stabiliser ces encres pour pas qu'elles deviennent pulvérulentes. Voilà. Bon, je mets le dessin pour ceux qui voudront dessiner, parce que là, dessiner sous la caméra, c'était compliqué. Je ne me suis pas organisée pour. Je mets le dessin de côté et on va faire l'expérience suivante. Je réappuie. Vous voulez que je vous fasse passer la feuille pour constater de vos yeux vus de près les choses? J'aurais pu faire un plus joli dessin, mais c'était pas trop le... Voilà. Hop. Alors, ça c'était donc la noix de Galles 1.
On y reviendra. Après, on va lancer une deuxième expérience. Et alors là, c'est très important de bien s'organiser. On va faire des teintures telles qu'on les fait pour teindre en pièces. Donc je vais faire... Excusez-moi, je disparais. Je reviens. Voilà, donc j'ai rincé ma petite casserole à peu près, non pas trop. Voilà, j'ai rincé cette petite casserole. Donc on a deux casseroles. Attendez. Dans laquelle on va utiliser, alors c'est pareil, on fait aussi un peu dans l'autre sens. Je vous montre, on démarre la recette. Je vous réexplique après pourquoi je vous parle de ces plantes-là et dans quel contexte on les a utilisées. J'ai amené deux plantes là qui vont être très bien pour notre expérimentation. Il y a le Reseda des teinturiers. Attends, ça ne marche plus. Voilà. Le Reseda des teinturiers, je ne sais pas si vous voyez un peu, je vais vous en faire passer. Donc c'est des parties aériennes, même pas fleuries, mais plutôt mûres, on va dire, c'est-à-dire une fois qu'elles ont fait leurs graines, que je vais utiliser donc dans cette petite casserole. Donc il y a à la fois les fruits, c'est-à-dire les graines, les tiges et les feuilles. Voilà, donc je vais... Ah non, je voulais mettre dans l'autre casserole, pardon, je suis désolée. Pour des raisons que je ne vous explique pas, je vais changer de casserole. Je les mets là, donc je le mets là, le Reseda, où il y a déjà un peu d'eau, parce qu'on a fait chauffer en avance. Et je rajoute un peu d'eau, voilà, pour l'extraction du Reseda. Donc là, notre objectif, c'est que ça bout pendant un petit moment quand même, pour extraire la couleur. Et comment ça marche? Voilà, comme ça. Après, je vais faire la même chose avec une autre plante très célèbre. Est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est? Y a-t-il des teinturiers dans la salle? C'est la racine de Garance. Voilà, comme ça, c'est dur de la reconnaître. Et je vais vous montrer un peu plus en détail de quoi on parle. Donc cette racine, je la mets, elle est en morceaux, hein, elle est en petit... Enfin, alors je dis racine, en fait c'est un rhizome, hein, mais bon, on y reviendra. Cette racine de Garance, donc je la mets avec donc de l'eau déjà un peu chaude et je vais la faire bouillir. Donc on est d'accord que là, ce qu'il faut, c'est que ça soit une décoction pour arriver à extraire la couleur. Voilà, donc j'espère que ça va chauffer. Voilà. Ça chauffe. On va mettre le petit bouilleur. Donc j'ai mis ces deux plantes pour faire donc pour faire la recette telle que je vous l'ai expliquée sur l'écran. Donc du coup il y a l'extraction du colorant, le mordançage des fibres qu'on ne va pas faire aujourd'hui puisqu'en fait je l'ai fait déjà. Sinon on n'aurait pas exactement tout qui pourrait être prêt en même temps. Et en dernier, donc, la teinture du textile dans le bain coloré. Donc vous comprenez qu'en fait, d'un côté, on prépare un bain de teinture, et de l'autre côté, on va préparer les fibres. Donc qu'est-ce que ça veut dire le mordançage? Le mordançage, ça veut dire qu'on va ajouter quelque chose sur le textile qui va permettre la liaison des composés colorés avec le textile. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de raison, au départ, de monter sur les fibres. Dans la grande majorité des cas, il y a quelques colorants qu'on dit substantifs, donc quelques composés qui vont naturellement monter sur la fibre, se fixer, mais la plupart du temps, ils peuvent être dans le même bain, il n'y a pas de raison en fait qu'ils s'accrochent entre eux. Donc on va utiliser pour cela des mordants dont je vais vous parler ensuite. Et la dernière étape, donc on les met ensemble. Alors, pour parler des plantes un peu plus précisément, j'avais apporté un petit classeur là, avec un herbier, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de manip là, entre les différentes choses. Le Reseda des teinturiers, je ne sais pas si c'est pratique. Je vais vous montrer sur la diapo. Donc Reseda des teinturiers, c'est celui qui est là sur votre droite.
Donc là, il est en fleurs, il a des feuilles assez allongées, une grande hampe florale. C'est une Résédacée, donc c'est pas, voilà, c'est une famille qui n'est pas très connue. Et donc différents types de jaunes. Donc comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure et j'y reviens pas, il y a énormément de ressources de jaune dans la nature. Maintenant, toujours est-il qu'il faut savoir lesquelles sont assez solides, et notamment à la lumière. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous disais, les flavonoïdes, ils ont tendance à gérer la lumière pour la plante. Et bien justement, ils ont aussi facilement des problèmes de modification avec le temps face à la lumière. Donc, soit ils foncent, soit ils pâlissent. Donc, ce qu'on a recherché, c'est des plantes très solides dans le temps. Et le Résida fait partie de ces plantes qu'on a cultivées pour la teinture depuis très très longtemps. J'ai mis aussi donc l'anthémis qui est des teinturiers, qui est très commune sur les régions plutôt sud, méridionales. Et puis la calune, qui elle va plutôt représenter des biotopes complètement différents. Parce qu'en fait, c'est des plantes de milieux à la fois humides et un peu acides, et plutôt au nord. Donc c'est aussi pour vous rappeler, même si on ne peut pas en parler aujourd'hui en détail, qu'il y a vraiment besoin de penser qu'à chaque fois, les gens ont pris aussi les ressources qui étaient disponibles localement dans leur écosystème. Même s'il y a eu des échanges, on n'a pas échangé tout sur tout. On a commencé par travailler avec ce qui était sur place. Surtout pour des choses aussi abondantes que les jaunes. Et pour le rouge, donc, j'ai fait le lien donc, avec une famille botanique, la famille des Rubiacées. Et cette famille qui s'appelle Rubiacée, donc ça vient de rouge, rubia, enfin rubia vient de rouge. Elle a plusieurs espèces qui sont dans cette famille, qui ont des propriétés tinctoriales. Et pour l'Europe ancienne occidentale, c'est les seules ressources de vrai rouge qu'on avait, c'était ces plantes-là. Sachant que toutes les rubiacées, par contre, ne donnent pas du rouge, hein, qu'on soit bien d'accord sur ça. C'est au contraire un nombre assez restreint de plantes qui vont donner ces plantes. Et du coup, au sein de cette famille, évidemment, il y a la garance des teinturiers qu'on vient de mettre dans la marmite et dont le rhizome, là, il est très très long et assez, comment on va dire, assez coriace pour produire, disons, une masse assez importante. Parce que vous avez peut-être aussi remarqué que la quantité dont on a besoin est quand même assez importante pour la teinture. Voilà, donc du coup, la racine de garance, comme on l'appelle, elle a été cultivée dès l'époque romaine. Donc on sait qu'à l'époque romaine, on a déjà des garances cultivées, et ça vient, c'est des plantes qui au départ ne sont pas autochtones, mais viennent plutôt de l'est de la Méditerranée. Donc il y a un apport de ces plantes pour la culture, pour la teinture. Mais par contre, nous, localement, en Europe, on avait sa cousine, la Rubia peregrina, donc la garance voyageuse, et elle a toujours été sur notre territoire. Donc l'usage de son rhizome est possible aussi, mais il donne des rouges un peu moins foncés, et surtout le rhizome est moins gros. Après, on a le gaillet vrai et le gaillet blanc, ou gaillet mou, donc Gallium verum et Gallium molugo, qui sont deux petites espèces très proches de la garance, botaniquement, enfin, dans le résultat qu'elles vont donner. Elles vont donner des couleurs rouges très proches, mais par contre, bon, c'est des plantes communes qui n'ont jamais été cultivées, mais qui sont très abondantes. Voilà, donc ça c'était pour vous donner un peu... Alors j'avais amené l'herbier, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué là. Je vous le montrerai peut-être de visu s'il y a des personnes qui veulent voir, parce que je pense qu'en fait on va peut-être avoir du mal de tout faire en même temps. Et par contre, donc je vous montre aussi... ah oui, mais j'ai par contre amené des petits pots, je vais vous faire passer des petits pots. Et on va par contre regarder donc les mordants. Alors les mordants, qu'est-ce que c'est? Donc c'est des ressources pour le coup minérales, qu'on utilise pour, comme je vous ai expliqué, fixer la couleur sur le textile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve le fer en haut, sous sa forme là de sulfate. En bas, c'est du sulfate de cuivre qui a aussi été utilisé. Et dans la coupelle, de l'alun, soit en cristal, soit en poudre. Je vais touiller un peu. Et après, je vais vous les faire passer parce que j'en ai amené de l'alun. Hein. Là, il y a de l'alun en cristal. De toute façon, vous devez connaître parce qu'on utilise l'alun en pharmacie. Voilà, donc... alors, là aussi, l'alun, il est astringent. Et en fait, il a été énormément utilisé aussi en tannerie. Hein, donc, il y a encore un lien donc, avec les usages en tannerie.
Donc l'Alain a l'avantage de ne pas modifier la couleur du résultat, c'est-à-dire que si on travaille avec une plante qui donne du jaune, on aura du jaune, alors que le fer et le cuivre, eux, ils vont avoir tendance à donner des couleurs un peu moins vives. Ils vont donner plutôt des verts et des... Il faut quand même que je vous montre. Je vous montre comme ça. Voilà, donc par exemple là, avec le Reseda, on a deux couleurs qu'on a obtenues, toutes les deux. L'un avec le cuivre et l'autre avec le fer. L'un avec l'Alain et l'autre avec le fer. Donc jaune et vert. Voilà, et le Reseda, donc là c'est un petit morceau, parce qu'en fait c'est une grande plante, hein, le Reseda, il pousse assez haut. Voilà, je vous montre vite fait des choses, parce que ça va être plus facile. Donc là c'est d'autres jaunes, là, les baies de nerf brun, qui est les nerfs bruns, donc il y a plusieurs espèces de nerfs bruns qui sont toutes tinctoriales et qui ont été utilisées anciennement. La sarrette des teinturiers, une plante qui a été très importante aussi pour la couleur végétale. Et puis je vous montre voilà, un gaillet. Donc les gaillets, vous voyez, des petites plantes assez basses, un peu, et donc elles ont toutes ces feuilles verticillées. Bon, vous pourrez venir voir de plus près. Ah, pardon, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Et la garance qui va donner des rouges, comme ça. Bon, voilà, c'est là. Je vous donne la racine de garance. Et je vous donne le Reseda pour que vous puissiez voir avec la couleur. Le Reseda, c'est celui qui est dans la casserole. C'est celui qui est dans la casserole, oui, c'est pour ça que j'appuie là-dessus. Les autres, on regardera une autre fois. Donc j'aimerais que vous puissiez me croire, j'ai préparé avant ce qu'on va teindre par imprégnation des textiles dans un bain de mordant. Donc là, on va parler des teintures par imprégnation dans cet atelier-là. Et donc j'ai des petits morceaux de soie qui sont déjà préparés. Il y a l'étiquette. J'ai passé dans un bain de mordant. Donc le mordançage, il se fait à chaud aussi et il prend un certain temps. Donc c'est pas quelque chose qui se fait de manière immédiate, mais c'est aussi une décoction un petit peu plus longue. Donc c'est ça qu'on va teindre, ces petits morceaux de soie. Là, on parle des techniques par imprégnation. Donc juste pour pouvoir faire le lien avec l'histoire, je voulais vous montrer que sur le site de Hallstatt, qui est le premier site, alors je vous parle bien que de l'Europe, hein, parce que si on part sur l'archéologie des textiles sur le monde entier, on ne va pas s'en sortir tout de suite là maintenant, de voir toutes les recettes et toutes les plantes. Donc je voulais vraiment parler des choses qui sont, disons, les plus proches de nous géographiquement. Donc le site de Hallstatt en Autriche, qui est un site de la fin de l'âge du bronze et du début de l'âge du fer, et pour lequel donc c'est un lieu d'exploitation de mines de sel. Et donc le sel a conservé, dans la gangue de sel, se sont conservées des parties organiques, des matières organiques qui se conservent rarement, et donc notamment des textiles. Et ce qui est très fascinant, c'est qu'en plus cette conservation en sel a été extrêmement efficace, puisqu'en plus on a pu faire des analyses sur les colorants. Donc vous avez là des fragments. Alors évidemment la couleur qu'on voit nous, bon, elle est altérée par une dégradation visuelle de la coloration, mais par contre, il y a eu des analyses sur ces différents textiles qui fascinent les archéologues du textile depuis longtemps. Alors je suis désolée, les tableaux sont, voilà, dans les articles sont un peu austères, mais moi je vous les ai résumés de manière un peu plus facile à comprendre. Donc en fait le principe de l'analyse sur les textiles, c'est qu'on prélève un petit peu du fil, on le passe dans un chromatogramme, donc on va extraire, faire une solution de ce qui est autour de la fibre. Et ça, on va l'analyser en chromatographie. Et cette analyse, elle va nous donner des pics. Et les pics, ils correspondent à la présence ou à l'absence de certaines molécules. Et donc, c'est en comparant ce spectre-là, qui est celui d'un textile ancien, avec le spectre d'une plante aujourd'hui qui nous sert de référentiel, qu'on va pouvoir attester de la présence ou de l'absence de certains colorants. Et parfois, les pics sont suffisamment caractéristiques pour dire oui, c'est bien, c'est telle plante, c'est exactement la même. Donc là, c'est ce qu'ils ont fait, et donc on reconnaît dans ces trouvailles donc, le pastel des teinturiers, qui est donc la ressource pour le bleu, des lichens à orzeille, qui vont donner des couleurs pourpres, le Reseda luteola, c'est pour ça que je l'ai choisi pour vous le montrer aujourd'hui, de l'apigénine. Donc là, ça veut dire qu'on a eu un pic de l'apigénine qui est un composé coloré, mais dont on n'a pas pu dire quelle source végétale a donné cette apigénine, parce qu'effectivement, on trouve de l'apigénine dans plein de textiles, enfin dans plein de plantes. De la quercétine, c'est pareil, des tanins, du fer, de l'aluminium et du cuivre. Donc ça, c'est très intéressant pour nous, parce que l'étape de mordançage, c'est celle pour laquelle c'est encore plus difficile de valider l'usage de ces ressources.
Donc il y a d'autres recettes dont je n'ai pas eu vraiment l'occasion de parler encore, c'est des recettes par fermentation qui peuvent, dans certains cas, avoir été aussi à la place de ces recettes avec mordant. Donc, pour l'Europe ancienne, en tout cas, à partir du moment où on a des documentations plus fiables, on sait que le mordant est très important et qu'on a travaillé beaucoup, tous ces colorants, avec des mordants d'Alain. Mais pour des périodes anciennes comme celle-ci, on a encore le doute. Dans certains cas, peut-être que d'autres recettes ont été employées, dont des recettes par fermentation. Mais là, ces analyses montrent la présence de l'aluminium, donc montrent l'usage de ces mordants. Voilà comment on le sait. Et alors, comment on les trouve? On pourra peut-être détailler ça un peu plus, mais disons qu'en gros, il y a différents contextes de formation de l'aluminium, du fer, qui sont des ressources minérales très abondantes sur la surface terrestre. Donc, on trouve de l'aluminium, soit sous forme cristalline, comme je vous l'ai montré, soit dans des roches qui concentrent l'aluminium, donc on appelle ça des roches à alumite, soit dans des plantes qui concentrent l'aluminium. Et le fer va beaucoup se... Bon, il y a des sources ferreuses que vous avez déjà dû rencontrer. Il y a aussi des sols qui contiennent beaucoup de fer et qui du coup vont produire des boues qui contiendront du fer. Et donc en fait ces mordants, c'est pas non plus un hasard si on s'en est servi. C'est pas non plus, disons, des produits hyper rares. C'est au contraire les grands constituants de la croûte terrestre. Donc il y a une logique en fait. Voilà. Alors je voulais vous montrer que c'était aussi quelque chose d'important d'avoir travaillé avec la garance. Là vous avez le capitulaire de Willis, donc c'est je vais touiller un peu. C'est une plante, le capitulaire de Willis, c'est donc cette prescription de la mise en culture d'un certain nombre de plantes à l'époque par Charlemagne qui va donner une liste de plantes et dire ben voilà, ces plantes-là sont les plantes utiles qu'il faudrait retrouver et mettre en terre et avoir toujours en culture. Il y a dedans, donc il y a surtout il y a des plantes médicinales, des plantes alimentaires et il y a la garance qui est mentionnée. Et on trouve après, bon là c'est vraiment des exemples parce qu'on ne peut pas pour chaque sujet disons voir tous les détails, mais là par exemple un texte sur l'Alain. Donc du roi de Sicile au XIIIe siècle, donc c'est un texte qui parle de l'Alain et de son exploitation, de son usage pour le textile. Voilà, donc pour vous montrer qu'en fait on peut utiliser à la fois des ressources archéologiques, l'analyse de textiles, des occurrences dont je n'ai pas trop parlé, notamment de graines ou de fragments végétaux ou de pollen qui disent la présence de ces plantes en grand nombre. Donc on peut dire sur un site archéologique, on a retrouvé plein de graines de garance, ça a été le cas pour Charavine, c'est un site en Isère daté du néolithique où ils ont trouvé plein de graines de garance voyageuses et ils se disent bon bah là en fait l'usage il n'est pas médicinal, il n'est pas alimentaire, il doit être tinctorial. Mais il faut corréler un peu tout ça pour pouvoir dire bah oui effectivement c'était comme ça qu'on s'en servait. Voilà, et après des résultats quand même pour voir un peu des choses, donc deux tentures très fameuses, très importantes du patrimoine et avec donc moi j'ai pris la tête du dragon de la tenture de l'Apocalypse, qui est une des plus grandes tapisseries jamais réalisées, qui est vraiment une œuvre assez stupéfiante, qui a plus d'un siècle à être constituée. Et sur la tenture de l'Apocalypse, sur la tête du dragon et sur plein d'autres endroits de la tapisserie, on voit la gamme des rouges. On voit très bien qu'il y a une très grande diversité de nuances. Ce qui me permet de vous dire qu'il y a une idée reçue sur les teintures qui est parfois un peu contrariante quand on fait ça comme métier, c'est de dire on ne peut pas reproduire les couleurs, on ne peut pas maîtriser le résultat, on va forcément avoir des choses qui fanent, qui ne sont pas solides. Et donc on a quand même des grandes œuvres qui datent d'il y a plus de 5 siècles et qui sont encore très colorées, avec une très grande gamme de couleurs, avec la capacité de les reproduire, puisqu'en fait ils ont mis plus d'un siècle à le faire, donc il fallait quand même que les rouges et les bleus et tout ça se ressemblent un minimum, avec des reprises et des choses qui se sont faites au cours du temps. Et donc l'idée reçue que les teintures sont pas forcément fiables, c'est plutôt parce qu'on méconnaît maintenant ces pratiques, vu qu'on a perdu la culture de ça. Voilà, j'espère que c'est cuit. On va dire que c'est cuit, même si, bon, bah, voilà, on peut arriver à des niveaux d'exploitation de nos ressources plus satisfaisants. Et donc du coup, je vais filtrer. Éteindre. Alors attendez, organisation. Donc tac, j'enlève tout ça. Là j'ai des petites soies donc, qui ont été préparées. Je vais
enlever lui parce que finalement il n'a pas réussi. Oh zut, je suis désolée, je me suis trompée de fil. Ça marche encore? Ah, je suis désolée, pardon. Je voulais juste l'enlever, mais je me suis trompée. Voilà. Parce que comme ça, j'aurai un peu de place pour faire. Et donc, on va prendre une petite passoire. Donc, on va filtrer, ça c'est plus pour des raisons pratiques que des raisons... Donc, vous voyez notre couleur. Non, vous ne voyez pas en fait. J'ai pas appuyé. Ah oui, c'est de l'autre côté. Pardon, je suis désolée. Alors. Donc, on va filtrer bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une petite démonstration très rapide du phénomène de l'alun au contact des flavonoïdes, parce qu'il se trouve que c'est difficile de résumer en un temps très court, mais disons que là, ce dont je vous parle, c'est les traditions d'Europe ancienne. Voilà, dans d'autres cultures, avec d'autres matériaux, on a fait autrement. Mais il se trouve qu'on a, nous, beaucoup travaillé la laine avec ce qu'on appelle les colorants amordants. Et je voudrais vous démontrer quand même que c'était assez pertinent. Donc en prenant, alors pardon, je suis pas sous le... En prenant une cuillère de réséda, là c'est une petite expérience annexe. Vous voyez donc la couleur jaune. C'est jaune, mais ça pourrait être, disons, on va voir qu'il y a un moyen de densifier cette couleur. Et ça c'est en utilisant de l'alun. Là on a de l'alun en poudre. Voilà. Je vais en prendre un petit peu. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Tac, j'en mets dedans. Bon, j'en mets un peu beaucoup comme ça marche mieux. Et je tourne. Et je ne sais pas si vous observez à quel degré je pourrais faire deux bocaux pour que vous puissiez vous rendre compte encore mieux. C'est, voilà, le avant et après. Voilà, là on voit que le jaune, en tout cas vous le voyez ici, hein, voilà, le jaune il monte d'un ton et il se densifie. Et ça c'est vraiment une réaction des flavonoïdes avec le sel d'alun. Et donc maintenant on va faire la teinture. Donc vous allez peut-être être déçus, c'est pas complètement immédiat, mais là, vu la densité de plantes employées, normalement ça devrait aller assez vite. Donc on va remettre notre potion magique. Donc là, on n'a pas besoin d'ajouter le mordant dans la potion, parce que si on fait ça, on va fabriquer encore autre chose, c'est-à-dire qu'on va agglomérer de l'alun avec des composés colorés qui seront dans l'eau, et ils n'auront plus aucune raison d'aller se mettre sur le textile. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'au contraire, on a préparé notre textile pour que lui ait l'alun et pour que les colorants, du coup, aient une bonne raison de se mettre dessus. D'accord? Donc du coup, je mets ça là-dedans, je le remets dans la marmite, puisqu'il va falloir le refaire chauffer. Ah non, j'aurais peut-être pu vous montrer. Oui, non, vous allez voir, de toute façon. Je le mouille un peu parce que les colorants sont... Ça c'est plus facile de teindre quelque chose d'un peu mouillé. Hein. Les tissus sont un peu hydrophobes des fois. Hop, je le mets dans la marmite. Et là, je vais vous montrer comme ça. Bon, je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous montrer comme ça. Là, vous voyez beaucoup. Voilà, pardon. Hop. Bref, c'est jaune. Je le mets à réchauffer un petit peu, mais on est déjà pas loin du compte. Hein. Et dans l'autre, en fait, j'avais un autre projet. Je voulais vous montrer autre chose. Donc, je ne vais pas mettre tout de suite la soie, parce que j'arrive au dernier atelier. Si ça va, Mathéo, ça va ou pas? Sinon, je peux arrêter là. Hein. C'était juste pour vous montrer un dernier truc, ça ne va pas être très long. Oui, c'est vrai ça fait déjà un moment. Ouais. Bon, bah, voilà. C'est juste pour vous montrer que... Ah oui, pardon, je n'ai pas changé de truc. C'était juste pour vous montrer qu'en fait, on a aussi une autre technique. Et comme ça, j'en arrive vraiment à boucler la boucle historiquement.
Parce que ce qui est rigolo, c'est comment on a évolué avec toutes ces pratiques. Je vous parlais du tannage à la préhistoire, des ancres, après de ces tissus très anciens, de l'usage des mordants. Et donc là, je vais vous parler d'une technique qui est beaucoup plus récente et qu'on n'avait pas anciennement en Europe, qui est celle de l'application de mordants directement. Donc on épaissit les mordants, la lin ou le fer, on les applique. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? Quelque chose de très rigolo, on va pouvoir faire des dessins. Et les couleurs vont se mettre que là où ça nous arrange. Alors c'est pas si facile de faire des indiennes comme celles que je vous montre, qui sont conservées au musée de Mulhouse, qui a été un des grands centres de production de ces indiennes une fois qu'on a eu le procédé en Europe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, ça a été effectivement des indiennes parce que ça a été fabriqué en Inde. C'était des techniques qui marchaient sur le coton et on appliquait donc les mordants directement. Et je vais juste vous montrer ça pour que vous puissiez voir le côté fascinant aussi, autant, j'ai envie de dire, graphique de la gamme de couleurs que chimique, puisqu'avec une même plante, on va obtenir une gamme de résultats, une gamme de couleurs immédiatement, juste par le fait des différents mordants qu'on emploie. Donc c'était ce que je voulais faire avec la Garance. Et donc je ne sais pas si je vais vraiment la filtrer, je vais rajouter de l'eau surtout. Là il y a de l'eau. Je vais rajouter un peu d'eau. Voilà, je rallume. Je laisse les Garances dedans, c'est pas grave. Et alors j'avais amené tout près aussi, parce que je ne voulais pas vous faire trop attendre, des petits tissus. Ah pardon. Non, c'est le truc qui change. Ah pardon. Ah oui, merci. Est-ce que vous voyez la couleur? Non, pas du tout. Je vais vous donner dans un petit verre. Si vous voyez, c'est moi qui ne dois pas être bien placé. Ouais. Parce que je voulais prendre un petit pot en verre là pour que vous puissiez me voir. Bon. Donc là, il y a du rouge, issu des racines de Garance. Et donc là, j'ai des petits textiles. C'est du lin. J'ai préféré prendre du lin. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Il y a des petits carrés transparents qui ne sont pas très phénoménaux. En fait, c'est des mordants que j'ai imprimés. C'est des préparations que j'ai fait avec plusieurs mordants différents. Donc la concentration, elle varie. Il y a à la fois du fer et de la lin. Quand je dis plusieurs mordants, c'est ces deux ressources, mais avec des degrés variables. Et donc là, je vais le mouiller aussi parce que c'est quand même plus pratique pour mettre dans la... D'ailleurs, ça fait apparaître en plus l'impression, donc ça, c'est d'autant mieux pour vous parce que vous voyez encore mieux, là. Voilà. Et après, je vais le mettre dans la marmite et on va le lancer. Effectivement, j'espère qu'on aura le temps de le cuire. Voilà. Donc ça ne va pas non plus prendre des siècles, hein, mais il faut un tout petit peu de patience. Alors je ne sais pas si c'est vraiment très très tard. Désolée. Lui, on peut le mettre là d'ailleurs. Voilà, parce que le jaune c'est prêt. L'autre c'est pareil. Le jaune est prêt. Voilà, on est quand même content. Je le mets dans de l'eau pour le rincer un peu parce que c'est chaud. Voilà, ça c'est le jaune du raisin. Et voilà. Bravo. Voilà. Donc, je vous demande de patienter encore un tout petit peu si vous voulez avoir du vrai rouge, parce que là c'est rose pour l'instant. Hein, rose et noir, puisqu'effectivement il y a différentes... Alors, combien de temps je peux... On peut intercaler avec des questions si voilà. Le résultat à récupérer plus tard, sauf si vous voulez... Comme vous voulez. Comment? Là, il faudra attendre au moins 5 minutes. Oui, si vous voulez, on fait une petite session de questions comme ça. Oui, c'est vrai que si vous avez... la dernière expérience ou... Moi, je peux encore montrer une chose, mais c'est vrai que c'est tard, donc j'entends que c'est un peu tard, là, ça déborde. Mais c'était prévu que ça puisse ou pas s'arrêter à ce moment-là, donc pas de problème de... Bah, c'est bien qu'on laisse bien cuire. Là. Oui, il faut laisser cuire. Non, mais ça va marcher, là, c'est assez rapide. Donc, voilà, donc, on va ouvrir déjà une petite session questions et après, on verra les résultats bientôt. Merci beaucoup pour cette conférence, c'était vraiment très bien. Merci. Je voulais savoir s'il y a une grande différence de réactivité des teintures en fonction de la nature du tissu, si c'est de la soie, de la laine, du coton, et si du coup, suivant les endroits géographiques,
les gens n'ont pas utilisé les mêmes mordants pour, justement pour correspondre, on va dire, avec le bon tissu, le bon... Exactement, c'est exactement ça. Hein. Donc effectivement, chaque textile va avoir sa propre capacité à prendre ou pas prendre certains types de colorants. Et suivant les traditions, donc d'abord il y a les ressources textiles dont les gens disposent, les ressources végétales qui peuvent servir à teindre, et donc on va avoir des traditions complètement différentes en fonction de tout ça. Et ça c'est d'autant plus passionnant que on va parfois observer donc des choses très, très similaires dans des contextes très différents, juste parce que c'est la seule chose qui en fait chimiquement marche. Mais les gens ne se sont pas rencontrés. Donc c'est le cas par exemple des tanins avec le coton. Les tanins en fait permettent de faire des choses sur coton qu'on ne pourra pas faire, je vais vous montrer quand même une image, qu'on ne pourra pas faire autrement. Et donc on retrouve ça, je vous montre juste une image pour répondre à cette question, comme ça vous serez complètement, la réponse sera complète. Voilà. Là c'est des tissus, il y en a un qui vient du Mali, c'est un pagne bogolan, et l'autre il vient du Pérou, c'est un textile shipibo. Et les deux c'est des cotons. Et dans les deux cas, on a utilisé des tanins parce que les tanins montent bien sur le coton et que dessus, on a appliqué du fer parce qu'il y a des boues ferrugineuses, puisqu'on est dans des climats tropicaux. Donc le fer se stocke dans le sol est lessivé par la pluie. Ça donne des boues ferreuses qu'on peut peindre sur le tanin. Et donc dans ces deux cultures qui ne se sont jamais rencontrées, en tout cas anciennement, les traditions de... Voilà. Et inversement, nous en Europe, on ne faisait pas de coton. Donc on a très peu de techniques pour teindre les fibres végétales. Et notre expertise, c'était vraiment la laine, la soie plus tardivement. Et ce n'est pas du tout les mêmes procédés. Donc on distingue en fait les fibres végétales des fibres animales. Donc voilà, donc ce qui est amusant, c'est qu'on a vraiment des traditions qui sont déterminées en fait par la possibilité de développer des savoirs. Bonsoir, bonsoir. Moi j'ai une question, c'est quelle est la différence entre une encre et une teinture? Plus précisément, j'ai l'impression que je peux faire de l'encre avec la Garance et que je ne peux pas faire de la teinture avec les galles de chêne. Enfin, qu'est-ce qui explique la différence? On peut faire avec une plante une teinture et avec une autre une encre. Alors en fait c'est parce que moi je l'ai présenté comme ça, mais en fait les tanins des galles de chêne elles ont beaucoup servi, simplement elles ont un intérêt inverse à celle de la Garance, c'est que la Garance elle va être très, la Garance elle va donner du rouge un peu quoi qu'il arrive et elle va forcément avoir une certaine densité. Les noix de Galles, le chêne, ces tanins-là, ils ne vont pas devenir noirs en absence de fer et donc dans d'autres usages, ils vont très peu colorer le fond. Donc ils ont été énormément utilisés pour préparer les tissus, notamment le coton. Ça rejoint un peu la question donc, sur quelle matière, avec quelles ressources. Donc les ressources de coton avec des tanins de noix de Galles pour pouvoir ensuite faire dessus de l'impression de motifs. Qu'est-ce que j'ai mis Je vous montre, voilà par exemple, noix de Galles et on imprime ensuite du fer et on obtient un motif en noir. Et donc en fait c'est des usages qui dépendent de la densité, c'est-à-dire qu'en fait la galle toute seule, vous avez vu sur le papier, après c'est pas gênant, on peut en faire, hein, mais c'est pas très intéressant de passer du temps pour avoir en fait une couleur qu'on a déjà, voilà, là c'est des textiles avec la noix de Galles, ils sont imprégnés, donc, parce qu'on ne peut pas parler de toutes les techniques, hein, mais la noix de Galles elle a servi à faire ça, et après avec le mordant de fer, avec le fer le même qu'on a utilisé disons pour l'encre, mais un peu épaissi. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, je trouve de la place. Ça, c'est donc imprégné. Ah, pardon. Merci. Ah, j'ai besoin d'un assistant, une assistante au choix. Oui, c'est cuit. On peut s'en aller. Voilà, attends. Alors, ça, c'est dangereux. Il ne faut pas le sortir tout de suite, c'est très chaud. Voilà, je voulais juste pour finir de répondre, où est-ce que je peux le poser? Chacun. Je te le donne 2 secondes. Voilà, juste pour montrer, pour répondre à la question. Là, on atteint avec de la galle, c'est pas techniquement la couleur n'est pas bouleversifiante. Par contre, avec une pâte avec du fer. Ah, zut, pardon, merci. Voilà, la caméra et le pinceau.
Voilà, le fer. Hop. Ça, c'est du fer un petit peu épaissi. Bon. Voilà, on va le mettre sur cette teinture de Gall et hop, ça devient noir. Donc, on a fait d'autres choses avec. Et en fait, c'est un peu ça le principe des recettes, c'est que pour chaque chose, on choisit une ressource plus intéressante. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Et comme ça, on pourra poser. Et je vais sortir les tissus avant qu'il n'y ait plus d'eau dans les marmites. Ah oui, un instant. Je vais vous montrer les résultats avant qu'il y ait s'il y a d'autres questions. Merci beaucoup. Alors, comment on fait? Tu peux poser peut-être là. Ouais. Voilà. Ce que je vais faire, c'est... Attention que ça ne tombe pas. Je vais sortir... Là, j'avais mis un petit bout avec des mordants dans la marmite de résédage, le rince, pour que vous puissiez voir. Je vais éteindre. C'est lui. Bon, alors, ce qui est embêtant, c'est que j'ai pris un lin gris. Bon, j'ai pas pensé que... Parce que j'ai plus tendance à travailler avec du lin. Et du coup, ça se voit moins bien que si ça avait été sur du coton bien blanc. Mais bon, vous pourrez venir voir de plus près le résultat. Donc, de l'impression de mordant. Ouais, bon, c'est pas très joli, là. Voilà. Voilà. Vous pourrez venir regarder de plus près. Et bon, pour la garance, pareil. On va le sortir. Mettre dans la marmite d'eau pour... On met ça avant que ça brûle. Voilà. Et là, le rouge. Alors vous allez voir aussi un truc qui a été une grande préoccupation des imprimeurs de textiles, c'est que là sur la garance, on voit bien que ça monte aussi autour. C'est-à-dire que là où on a imprimé, ça nous arrange bien que la couleur se mette, mais le fond, on aimerait bien qu'il reste complètement blanc. Or, pour certaines plantes, c'est pas le cas, et pour d'autres, c'est le cas. Dans certaines cultures, le fait que les couleurs elles montent un peu partout, au-delà des mordants, ça nous arrange, si on teint en pièces. Mais dans les endroits où on a fait de l'impression, les plantes qu'on a sélectionnées, c'est celles qui ne montent pas partout, qui vont que là où on a dit qu'il fallait aller avec le mordant. Donc ça aussi, c'est des traditions techniques très pointues sur qu'est-ce qu'on récolte, mais ça dépend pour faire quoi. On n'a pas le même usage si on veut faire de la teinture de laine en vrac ou si on teint des tissus peints avec des mordants. Voilà, vous pourrez venir voir de plus près... Donc vous voyez aussi la gamme de couleurs, c'était de ça que je voulais vous parler avec cette technique, pour vous montrer qu'en fait, l'intérêt de cette technique avec les mordants, c'est qu'en fait, on obtient, à partir d'une même plante, une réponse quelque part esthétique aussi, et des propositions de gamme, quoi. Voilà, j'ai fini, s'il y a d'autres personnes qui veulent parler. Alors non, justement, il n'y a pas d'étape ensuite, et c'est vraiment pour ça que cette histoire de mordançage et de préparation des textiles a vraiment du sens. Parce qu'en fait, à ce stade, nos colorants, nos composés sont montés sur la fibre et il n'y a plus d'autres étapes. Après, dans le cas par exemple, ce fond qui a été coloré malgré mon idée de lui dire de s'imprimer que là, il peut y avoir des étapes de blanchiment. Voilà. Où on va reblanchir le textile, alors avec, suivant les traditions, de la bouse de vache, de la soude, de la chaux, du savon, il y a plein d'histoires. Mais les teintures sont terminées. Et la notion de fixation, en fait, on ne l'a pas en couleur végétale, on a l'idée du mordançage, et après on passe à l'étape de la teinture, et c'est fini. Oui. Ça sent le brûler, mais en fait c'est à cause de la casserole. C'est le plastique. Ah oui. Alors, moi j'avais une question, ces traditions, elles étaient transmises oralement ou il y avait des manuels? On a tardivement les manuels. Donc en fait c'est pour ça qu'il y a tout ce travail à faire sur le textile, c'est qu'en fait pour parler de l'histoire textile, qui a quand même, bon, je n'ai pas eu trop le détail, je ne vous ai pas donné tout le détail des enjeux de cette histoire textile, mais en fait le textile c'est une des premières techniques qui a engagé des chaînes opératoires complexes, c'est-à-dire avec une segmentation du travail, parce qu'en fait c'est hyper long de faire un textile. Donc dès l'époque romaine, on a des compétences extrêmement morcelées, celui qui file, celui qui tisse, celui qui... etc. Et donc toutes ces compétences, elles se transmettaient dans des ateliers. Et c'est vrai que même au XIIIe siècle, on n'a pas tellement d'écrits pour pouvoir travailler sur ces... Et même dans les écrits, et ça c'est encore vrai, j'ai envie de dire maintenant, sauf si on se met en tête d'écrire un livre sur la teinture où on veut vraiment que les gens aient une recette,
de type livre de cuisine, comme j'ai fait. Sinon, en fait, quand on est dans son atelier, pour soi-même, on ne va pas noter tous les détails de combien on a mis d'eau, parce qu'en fait, il y a toute la... C'est le rapport au savoir-faire. Donc, dans plein de traductions, on va parler déjà, les volumes, c'est la brassée, la poignée. Donc, souvent, les textes que les gens retrouvent, les historiens se retrouvent avec des textes où ils disent « mais oui, mais en fait, c'est pas écrit combien il faut mettre d'eau. Oui, mais c'est pas écrit... voilà. Et en fait, c'est bien normal que ce soit pas écrit, parce qu'en fait, quelqu'un qui fait ça toute la journée, souvent les apprentis commençaient enfants. Bon, les transmissions sur ce genre de choses élémentaires, c'est comme si vous faites une soupe. Bon, à part dans les livres de cuisine, on écrit le volume d'eau, sinon c'est quelque chose qui se voit, on voit combien on en met. Donc c'est tardivement. Et dans certains endroits, pas du tout. Suivant nous, on a cette culture de l'écrit avec quand même un peu des transmissions, mais... Donc après, il y a les manuscrits de teinturiers, donc il y a aussi... là, je parle vraiment pour les périodes anciennes, mais à partir du XVIIe siècle, inversement, on a toute une récolte de tous ces savoirs, et c'est super intéressant parce qu'ils fixent en fait une tradition qui existe depuis très longtemps. Ils fixent des données, et donc en fait, ils mettent par écrit. Donc on a à la fois des chimistes, des gens qui sont chargés de mettre en route des manufactures. C'est le moment des grandes manufactures royales et tout ça. Donc là, on commence à vouloir systématiser, organiser, produire du résultat avec des ouvriers spécialisés et tout ça. Donc là, on va faire des manuscrits, mettre les échantillons en face, dire pour faire ça, il faut ça, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'avant, c'était moins précis. Avant, ils savaient très bien refaire la couleur. Simplement, ce n'était pas transmis sous cette forme-là. Donc c'est là, après, qu'il y a dans Bournay, il y a en Haut-Massel, il y a différentes personnes qui vont être dans le collectage et aussi dans la retransmission. Et c'est le grand essor fin 18e, 19e des chimistes de la nature, quoi. Puis après, ça a donné... la chimie de synthèse, c'est comme ça en fait qu'on a pu cheminer vers tout ça. Donc voilà. Oui. Comment se fait-il que sur certains textiles de coton, par exemple, les couleurs disparaissent avec le temps, soit avec le soleil, avec les ultraviolets, et d'autres textiles, soit le cuir aussi. Bon, enfin, le cuir c'est complètement différent, certainement pour le tannage. Mais ça ne disparaît pas, ça reste. Vous voulez dire avec la même ressource de teinture, avec la même plante au départ? Oui. Comment ça se fait que ça... Alors, c'est vrai qu'il y a des teintures qui ont des affinités plus avec certains supports. Et comme je disais, par exemple, le fait qu'il y ait des tanins avec le cuir ou avec le coton, ça peut être... Enfin, moi, j'ai surtout observé... J'ai pas forcément toute la réponse à votre question, parce que je pense que ça doit dépendre de beaucoup de choses, suivant la plante dont on parle. Mais disons que, par exemple, sur l'aine, il y a des plantes que je trouve peu solides et qui vont être plus sur coton en impression. Et je pense que c'est lié, alors, soit à la présence de tanins, soit à la manière dont on prépare le tissu. C'est-à-dire au fait de mettre un mordant très très dense à un endroit, etc. Après, il faut se méfier, si vous pensez à une plante précise avec une expérience, j'ai envie de dire, dans des conditions d'expérience optimales, c'est-à-dire on a fait les trois en même temps, on les a mis dans les mêmes conditions, et effectivement on s'aperçoit qu'il y a une variabilité. Moi, ça m'est arrivé sur une seule plante. Sinon, sur les tissus qu'on achète, disons, en supposant leur origine végétale, etc., il faut aussi se méfier, parce qu'il y a en fait très peu de traditions encore vraiment vivantes. Et quand il y en a, en général, c'est des maîtres teinturiers, et vraiment, ils savent faire leur travail. Donc, ce que vous avez, c'est des choses qui sont extrêmement solides. Donc, les mauvaises teintures, je dirais, qui viennent de loin et qui ne tiennent pas, c'est souvent des teintures de synthèse mal gérées. Donc, il faut voir d'où ça vient. Voilà, mais je ne sais pas si vous avez des précisions sur votre hypothèse. Ouais. Sur les teintures indiennes. Voilà. Typiquement, les teintures indiennes, la majorité des textiles que vous trouverez sur le marché, à moins de rechercher vraiment à rencontrer un maître teinturier, ce sera de la teinture de synthèse très mal gérée, dans des conditions qui font qu'on fait de l'éphémère. Mais les grands maîtres teinturiers qui font de l'impression à la planche, encore dans le Gujarat, ils savent très bien faire des teintures très très solides. Pour préciser justement cette question, oui, pardon. On fait la différence entre une couleur passée au soleil, avec beaucoup d'ensoleillement, etc., et une couleur délavée. Oui, en plus. D'accord, c'est très bien différent. Et ça porte sur, donc, ce que vous avez l'expression, vous dites, monter sur. Oui. Quand on monte sur la fibre. Et là, il y a un processus, bon, je sais bien qu'on n'a pas le temps d'examiner les détails, mais le mordançage qui va permettre de rester au colorant, de rester sur la fibre, peut bien voir si c'est une action chimique ou chimico-physique au sens du mouillage de la fibre. Et donc ça c'est différent. La question de l'ensoleillement et du le fait que la couleur
passe est encore une autre question, mais qui est liée effectivement cette fois-ci à la chimie d'oxydoréduction en présence de photons, en présence de lumière. Donc toutes ces choses-là sont quand même étudiées, bien sûr, mais largement des différences à faire, quoi. Tout à fait, oui. Et alors, je ne sais pas, peut-être vous pourrez, voilà, on peut échanger là-dessus, parce qu'il y a une autre paramètre, c'est que là, monsieur parlait de différentes matières et une solidité variable, mais ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a différentes plantes, et donc, par exemple, les questions de solidité lumière et les questions de solidité lavage, c'est des problèmes très différents. Et donc, par exemple, il y a des plantes dont on sait qu'elles vont être réactives au pH et qu'elles vont varier. Et il y a des plantes dont on sait qu'elles sont sensibles à la lumière, dont je vous parlais les flavonoïdes en raison de cette propriété en lien avec les UV, et elles vont brunir ou claircir. Et donc, il y a aussi ça, c'est la chimie aussi des composés au départ. C'est pas que le travail du teinturier, c'est aussi qu'est-ce qu'on utilise. Et c'est pour ça que, donc à l'époque médiévale, il y avait les teintures de grand thym et les teintures de petit thym. Et le petit thym, c'était clairement des teintures qui n'allaient pas être très pérennes, mais qu'on pouvait éventuellement refaire. Et il n'y avait pas forcément les mêmes enjeux que pour faire une tapisserie qui reste 5 siècles au mur, quoi. Donc c'était aussi comme ça. Mais je ne sais pas si ça vous paraît aller dans le sens de ce que vous évoquiez. La question que j'avais posée, la complément. Très nette en chimie, par exemple, vous avez parlé d'oxydoréduction à propos du fer. Donc on était parti de sulfate ferreux, Fe2+. Or, il est clair qu'en chimie, on fait bien la distinction entre le passage ferreux-fer qui va donner une certaine couleur et le mélange fer-ferrique qui donne aussi un noir, mais qui n'est pas le même noir. Et donc, dans un cas, on a oxydé le ferreux un petit peu en ferrique, et mélange ferreux-ferrique, un noir. Et au contraire, dans notre cas, Fe2+ donne du fer, donc on l'a réduit, et ça donne un autre noir. Donc vous voyez, ces questions-là sont... et en plus, ça dépend bien entendu du pH. Sachant que les tanins sont acides, et du coup, ça peut être un... Ouais. Une petite curiosité peut-être un peu littéraire qui est, bon, j'ai acheté un beau plat à chêne, j'ai posé une belle casserole à métal dessus chaude, et je me suis retrouvé avec une belle tachoire. Est-ce que j'ai fabriqué l'encre de Galles de fait? Parce qu'il y a les tanins, les chênes qui remontent apparemment, parce que je n'ai pas brûlé, visiblement je n'ai pas brûlé la planche. Mais c'est une casserole en fonte. Parce qu'en fait, avec la fonte, ça marche, c'est-à-dire toutes les théières japonaises qui sont assez fréquentes, qui sont en fonte très lourde, là. Elle dessine toujours des ronds sur les meubles en bois qui contiennent des tanins, et pas seulement sur les meubles en bois qui contiennent des tanins, mais aussi du fait qu'on fait du thé dedans, que le thé contient des tanins, et donc à chaque fois que vous posez votre théière, en fait vous imprimez un rond noir qui est la réaction du fond du truc. Donc, ouais. Donc je pense que oui. Après ça dépend. Ça suffit pas, il faut qu'il réagisse avec les sels. Sur le bois, c'est vrai qu'on peut imaginer qu'au bout d'un moment quand même il est sec et il est plus. Il est tout neuf. Ah voilà. Après voilà, tout dépend de l'état. C'est vrai que c'est plutôt avec des tanins, comment dire, il faut qu'il y ait une humidité, il faut qu'il y ait quelque chose qui dépasse. Donc je ne sais pas si dans ce cas précis c'est. Bonne expérience de coin d'état. Ouais. Vous avez parlé de fermentation aussi. Alors, j'imagine que vous n'avez pas trop développé, mais on parle de ça donne quelle couleur ou quelle forme. Bon, la fermentation, c'est un peu compliqué. Disons qu'en fait, il y a plein de différents types de fermentation, ou de macération ou de cuves qui ont été utilisées. Disons qu'en gros, on oppose d'un côté les teintures par décoction, avec le mordant, et de l'autre côté, d'autres techniques par trempage long, transformation des ressources végétales. Après, dans cette catégorie, il y a à la fois toutes les teintures de bleu, donc les indigos, qui sont aussi des oxydoréductions d'ailleurs, enfin l'inverse, mais qui vont effectivement se faire avec des conditions de pH très strictes, donc avec un grand contrôle du pH, avec un réducteur, donc il va y avoir plusieurs procédés, une transformation longue. Il y a des fermentations avec des macérations ammoniacales avec les lichens, où là on va extraire des composés très spécifiques qu'on appelle l'orzeille, qui font des couleurs pourpres,
mais il faut un milieu aussi très basique et puis des temps de transformation un peu particuliers. Et après, il y a la fermentation, je dirais classique, un peu, on met des végétaux avec la matière organique dans un seau, on attend que le truc commence à tourner, ça s'acidifie, etc. Et là, par trempage successif, il y a aussi certaines couleurs qui fonctionnent bien, comme les baies de nerfrin par exemple, qui vont donner, on va tremper le tissu qui pour le coup ne sera pas mordancé, et on va tremper plusieurs fois. Alors après, il y a plein de recettes différentes, de contraste, de pH ou pas, mais en tout cas, il y a des plantes qui donnent des couleurs directes. Donc en fait, ça ouvre sur encore tout un champ de... Voilà. Il y a d'autres questions encore, mais ensuite, on a encore tous nos petits échantillons à nous montrer. Ah ben oui, mais alors est-ce que vous voulez que je vous les passe? On a aussi amené des livres. Ah oui. Qui récoltent tous ces savoirs. Donc je propose limite qu'on va remercier Marie maintenant. Je vous invite à descendre. Merci. Voilà.